2011-2023, voilà 12 ans qu'il est en exil. À quelques jours de son retour en Côte d'Ivoire, François Kensi nous fait l'honneur d'être sur le plateau d'actupeople.net, histoire de relacer ces dernières années qu'il a passées loin de la patrie. Et surtout aussi aborder avec lui son soutien au président Laurent Gbagbo. Ce soutien est-il toujours autant d'actualité? On va parler de tout cela en exclusivité sur actupeople.net. Bonsoir François. Salut Vergès, comment tu vas, cher frère? Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. 12 années hors de... Bah, on se tutoie ou on se voit? On fait comme d'habitude ou... Bah, peut-être ce qui est mieux. Moi, le tutoiement? Ouais, parce que voilà, je te connais depuis des années, donc... Merci pour la sympathie. Tu sais qu'on n'aime pas faire semblant. Ça c'est tellement bien dit, c'est vrai que ouais, faut pas avoir des temps pour les causeries hors caméra. C'est vrai que c'est le mouvement qui est de mise sur les plateaux, mais c'est mieux de manière fraternelle en tout cas de pouvoir se tutoyer. Comment ça se passe? Ça va, ça va. Dieu fait grâce, la santé y est. Et puis les choses avancent comme selon le plan de Dieu. Tout à fait. Ouais. 12 ans tout de même hors de la Côte d'Ivoire, ça faisait long quand même, non? Ça fait long. Et c'est pas évident, ça n'a pas été évident. 12 ans que j'ai pas vu mes proches, ma mère. Beaucoup dans cet exil ont perdu leurs parents. Moi, Dieu m'a fait grâce de garder encore ma mère. Mais ça fait 12 ans que je ne l'ai pas vu. Mes frères, mes soeurs, mes amis, ma fanbase en Côte d'Ivoire. Mais je tiens parce que toutes ces personnes existent aussi, même de loin, avec leur bénédiction, avec leur soutien. Voilà, je tiens et je suis content d'arriver à ce stade de cet exil parce que Dieu voulant, bientôt, je vais rentrer. Tout à fait. Tout à l'heure, tu vas me donner l'exclusivité de la date de ton retour, mais bien avant, on va faire un récap. 12 ans en arrière, lorsqu'en 2011, tu quittes la Côte d'Ivoire, comment? Ben, comme beaucoup d'Ivoiriens, par la route, après par l'eau, pour rejoindre le Ghana, Accra, enfin le Ghana, puis Accra par la suite, et puis l'Europe par avion. Mais ça a été des moments pénibles, parce que non seulement pénible pour moi et ma famille, mais pénible pour beaucoup d'Ivoiriens. Parce que lors de cette crise, nous avons été visités à la maison. Tu vois, c'est pas évident. Les gens sont arrivés à la maison pour nous attaquer. Dieu merci. Moi, je ne cesse de parler de Dieu parce que je sais que ma vie ne tient que grâce à Dieu. Et puis, quand ils ont fait apparition chez nous à la maison, le même jour, on venait de sortir de la maison parce que, voilà, encore une fois, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre à chacun d'entre nous. Voilà, et j'ai décidé de prendre ma petite famille, de demander qu'on sorte de la maison parce que j'avais des pressentiments. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On est sorti de la maison vers 17h. À 23h30, je reçois un coup de fil d'un inconnu qui me demande si je suis François Kensi. J'ai dit non, c'est pas François Kensi, c'est son manager. C'est ça aussi l'avantage d'être interprète. Donc, j'ai changé de voix. Et puis, la personne me dit, ah, écoutez, j'appelle parce que je veux parler à François Kensi. Donc, je dis, mais vous pouvez parler. Et la personne me dit, je me suis mis à l'écart, je me suis caché pour lui parler parce que je fais partie d'un groupe qui doit arriver chez lui à minuit pour l'assassiner, lui et toute sa famille. Et comme c'est un artiste que j'aime beaucoup, j'appelle pour lui dire, parce qu'en fait quand il me parlait, c'est vrai, il parlait très bas. Tu sentais qu'il se cachait de quelque chose, ça je le sentais au téléphone. Et j'ai continué le jeu avec lui quelques secondes. Et vraiment il a insisté pour me dire, il faut sortir de la maison parce qu'à minuit, on sera chez lui, puisqu'il se dit que ce n'est pas moi, tout à fait, mon manager. On sera chez lui
Si sa maison est très grande, qu'il y a un endroit où il peut vraiment se camoufler pour ne pas qu'on le voie, qu'il le fasse, mais sinon qu'il sorte de la maison. Et on va arriver chez lui à la maison à minuit. Et quand on aura fini, ce sont ces termes, hein, quand on aura fini, on va chez Gadji Sely. Et là, je me rends compte que ça n'a pas duré. Là, je parle comme ça parce qu'on parle toi et moi. Mais ça a duré moins de 25 secondes. Ça va très vite. Et donc, quand il dit Gadji Sely, je coupe mon téléphone. Je coupe la communication. Je me dis, oula, ok. J'ai trop duré déjà avec lui au téléphone. On ne sait jamais si on doit me localiser et tout ça. Donc, bref. Et voilà comment, dès que je coupe la communication, je lance le numéro de Gadji. Et il décroche, heureusement. Mais mon numéro était masqué. Je l'ai masqué depuis quelques jours. Et, mais il répond quand même, il me dit c'est qui. Et je lui dis c'est ton collègue artiste. Je change toujours ma voix, hein. Je reste toujours comme j'étais avec le mec. Au cas où j'étais sur écoute, tout à fait. On ne sent pas que j'ai changé de voix. Voilà. Ça. Et donc je garde la même voix et puis je parle à Gadji. Et le frère, il est nerveux, quoi. Il dit, mais c'est qui même? J'ai dit, hey. Je suis le manager d'un artiste comme toi. On vient de m'appeler pour lui dire de sortir de chez lui. Parce qu'à minuit, on sera chez lui. Et après, chez lui, on vient chez toi. Donc, pardon. Donc, voilà. La deuxième fois qu'il dit, mais il a gardé un silence. Et puis, il revient, il dit, mais vous appelez d'où? Là, j'ai coupé. Puisque pour moi, l'information est passée. Tout à fait. Voilà. Donc après, j'apprends quelques mois après, par mon frère Gadji Sely, comme elle est sortie aussi de la Côte d'Ivoire, c'est suite à cet appel en fait. Donc du coup, il s'est levé, il est sorti, il a pris ses enfants pour aller les déposer un peu chez ses amis. Lorsqu'il revenait chez lui, c'est un de ses voisins qui l'appelle pour lui dire, tu es où? Lui, non, je suis allé faire une petite course, je reviens chez moi. Il dit, non, on n'arrive pas chez toi. Ne rentre plus, il y a des gens qui viennent d'arriver chez toi à la maison. Il était maintenant peut-être minuit 30. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà fini chez moi. Donc ils étaient arrivés chez Gadji. Donc ce plan dont le monsieur te parlait au téléphone, il a été mis à exécution. Ah oui. Ils sont arrivés, et c'était effectivement chez moi à minuit pile. Et ça, j'ai eu l'information par les vigiles de mon quartier, de notre quartier. Ils nous connaissent, ils savent où on habite. Tu habites où déjà? À la Palmeraie. Et donc le jeune vigile, il y avait des vigiles qui, chaque fois qu'il y avait des colis ou des courses, des choses assez lourdes, j'envoyais soit la bonne le chercher, parce que l'entrée, on n'était pas loin de l'entrée du quartier, de la cité. Donc on partait le chercher. Donc du coup, j'ai fini par prendre son numéro avec moi. Donc c'était un de mes bons petits en fait, après. Donc c'est lui qui m'appelle le lendemain matin, à 7 h. Il essaie. Pour voir, parce qu'en fait, quand ils sont arrivés à la maison chez nous à minuit, ils ont tiré des coups de feu dans la maison. Pourtant, on n'était pas là. Donc, ils ont tiré dans le mur, sur les photos et tout. Du coup, tous les voisins pensaient qu'on avait été abattus, en fait. Et c'est comme ça que le jeune, en tant que vigile, qui était il était en poste ce soir-là. Donc, à 7 h du matin, mon téléphone sonne et c'était marqué son nom et plus vigile. Donc quand j'ai vu, j'ai souri, j'ai dit, ah, tiens. J'ai dit allô, il me dit, vieux père, tu es en vie. Il dit, petit, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont passé. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, petit, laisse tomber, c'est bon. Ils sont passés au pays, oh, ils sont venus, ils sont rentrés chez vous, on pensait qu'on vous avait tué et tout ça. Il dit, Dieu est grand, Dieu a fait grâce, on est vivant. Toi, ça va? Il dit, oui, vieux père, ça va. Il dit, ok, on garde le contact. Donc voilà comment les choses sont passées. Il y a d'autres détails, mais bon, en gros, c'est ça, quoi. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans notre lieu Dans votre cachette? Oui. C'est vrai que là, tu as lâché le mot, et c'est clair que là, je te fais faire un exercice de mémoire. Et comme tu le sais un peu, si tu es coutumier de nos plateaux, moi, j'aime bien les détails. Et là, 12 ans après, relater de tels faits, ça arrache de l'émotion, ça ramène pas mal d'images, beaucoup de souvenirs.
Mais on va aller étape par étape, on a tout notre temps. Lorsque tu as ce coup de fil salvateur et que tu arrives à te cacher avec ta famille, vous vous retrouvez où avant de prendre le chemin de l'exil en passant par l'eau? Est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Oui, oui, quand on sort de la maison, quand je demande à ma petite famille de sortir, d'aller à l'abri, parce qu'il y avait beaucoup d'informations déjà qui couraient dans la ville, et puis on voyait aussi pas mal de choses. On se retrouve chez des amis, un couple d'amis, homme de Dieu et sa femme. Et c'est eux qui nous demandent de venir chez eux. Et on reste là jusqu'à ce que on parte de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous restez quand même quelques jours à Abidjan? Oui, bien sûr. Okay. On reste pendant quelques jours jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit arrêté le 11 avril. Tout ça, on était à Abidjan. Ok. Et c'est à quelle date, si tu as ça en tête, c'est à quelle date vous sortez d'Abidjan exactement? Je crois entre le 17 et le 18 avril. Une semaine après. À peu près. Mais vous sortez en ce moment, toi et toute ta famille, parce que vous sentiez en danger alors que vous étiez terré quelque part, ou vous vous êtes dit, bon, c'est le moment de partir de là? Oui, mais parce que nous deux ensemble, c'était dangereux pour les personnes qui nous avaient reçus. C'était un couple avec ses enfants, avec leurs enfants et tout. Mais cet homme de Dieu, qui est vraiment, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, on n'a même pas voulu passer 3 jours là après que le président Laurent Gbagbo ait été arrêté. On cherchait déjà comment partir de la Côte d'Ivoire et il nous a dit non. Dieu ne m'a pas encore dit que vous devez partir. Amen. Non, non. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Quand ce sera le moment, je vous dirai. Et nous sommes restés là pendant plusieurs jours. Et un matin, après avoir prié, on priait tous les jours avec eux. Et après avoir prié un matin, ils nous dit demain, vous pouvez partir. Vous pouvez prendre la route demain. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous partez comment? On part accompagné par des personnes, des amis, des personnes proches, qui amènent 2 voitures banalisées, parce que moi, ma voiture étant restée à la maison, celle d'Annie aussi, et puis on nous accompagne quoi, vers Benjerville, on prend la route, on passe par les cocotiers, et puis on arrive au bord du fleuve, j'ai oublié le nom de ce village, où on prend les pinasses, là, les bateaux à moteur. Ok. Voilà. Et avec des jeunes qui nous conduisent pour traverser l'eau, quoi, jusqu'au Ghana. Donc, Annie, notre fils, il avait 4 ans à l'époque. Donc, imaginez un enfant de 4 ans qui vivait tout ça avec nous et qui ne bronchait pas et qui ne se plaignait pas. Cet enfant, aujourd'hui, mon fils, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et malgré son jeune âge, il a appris quelque chose. Parce que tout ce qui se passait, les bombardements, il entendait, il voyait tout, hein, il entendait tout. Il savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, quelque chose se passait. Mais voilà, Dieu nous a fait grâce et on a pu sortir de là. Et je vais profiter de cette lucarne, de ton émission, pour remercier cet homme-là, ce jeune homme que je ne connais pas, qui m'a appelé. Même si j'étais déjà sorti de chez moi, mais il a pris sur lui de le faire, parce qu'il a dit au téléphone qu'il s'était caché pour me parler. Alors, s'il se reconnaît dans ce que je dis, franchement, que Dieu le bénisse au centuple, et lui et toute sa famille. C'est ça aussi l'amour pour son prochain. Je ne le connaissais pas, je ne le connais pas. En tout cas, frère, si tu nous suis et que tu vois cette interview, sache que tu as sauvé la vie d'un artiste ivoirien, un artiste de renommée internationale. Tu as sauvé une vie, tu as sauvé une famille, et comme il a dit, que Dieu te le rende. Vous arrivez. Et il a aussi sauvé Gadji Seli, puisque c'est à travers son appel que j'ai informé Gadji. Ouais. Voilà. En tout cas, tu as sauvé des enfants de ton pays, et je pense que quelque part, tu auras la reconnaissance divine qui te revient de droit. Et puis, bah voilà. Amen, amen.
Vous arrivez au Ghana, comment ça se passe? Ben, au Ghana, par la grâce de Dieu, on est resté qu'un jour. Le deuxième jour, on a pu trouver un vol et on est monté directement sur Bruxelles. Voilà. Ah ouais, vous n'avez pas connu, on va dire, l'exil au Ghana? Non. On est resté au Ghana 2 jours. Juste 2 jours. Et puis on a continué sur Bruxelles. Parfait. En tout cas, nous on est très heureux de te retrouver. Ben, tu me replonges dans une histoire, mais en même temps, ça en vaut la peine, je crois. Bah, surtout ça, parce que c'est clair que même moi-même quand je t'écoutais avec le coup de fil du jeune homme, j'avoue que ça m'a arraché beaucoup d'émotions. Mais c'est surtout ça aussi, les plateaux, on est là pour des récits de vie et ça fait partie de ta vie. Mais en même temps aussi, ta vie, c'est celle d'un artiste. Pour la génération nouvelle, quand on dit François Kensi, ça ne parle pas à beaucoup de personnes. Si tu dois faire un petit résumé, c'est-à-dire, on sait que tu es un artiste talentueux avec des hits, des tubes, mais moi j'aime bien ça. C'est vrai que là on a parlé de comment est-ce que tu sors de la Côte d'Ivoire, mais quand tu démarres ta carrière artistique véritablement avec les grands axes, les grands points, pour que tout de suite le jeune Ivoirien se fasse une fixation de se dire « Ah, c'est vrai, on connaissait ce tube, mais on ne savait pas que le monsieur il avait commencé ainsi pour arriver là. Si tu dois faire cet exercice, qu'est-ce que tu nous c'est un exercice, parce que il y a eu beaucoup de choses autour. On commence par la galère que tous les artistes connaissent, comment trouver quelqu'un pour nous aider à avancer et tout. Mais moi, j'ai vraiment démarré avec un groupe à Soubré. Moi, je suis né à Soubré, bien que étant à Caen, à Bigui, Baoulé, je suis né à Soubré parce que mon père exerçait à Soubré. Et puis j'ai fait l'école primaire, tout ça à Soubré. Et après j'ai fait mon collège secondaire à Yopougon, au collège CEPI. Ah ouais, on a quelque chose en commun là. Ah ben tu vois ça. Moi j'ai fait CEPI de 93, ouais, de 94 à 98. Ben voilà, donc j'ai fait, j'ai fait CEPI et puis après je suis reparti vers mon père et j'ai été coopté par des amis qui essaient de monter un groupe à l'image du groupe Ouéa de Divo. Ok. Voilà, et parce qu'à l'époque le député de Soubré, c'était Danvoyi, M. Charles Danvoyi, voilà, qui avait envie de faire comme le vieux Cognan. Donc il avait envie d'encadrer des jeunes qui voulaient faire ce métier d'artiste, en fait de musicien. Et on a monté un groupe. Et avec ce groupe, on a remporté Radio Vacances en 88. J'ai été premier avec mon groupe en 88, Radio Vacances. J'ai été à Vacances Culture, deuxième sur le plan national. Et après, j'ai atterri, là je prends les grandes étapes. Et après, j'ai atterri dans les cabarets, à la canne à sucre, qui était le plus grand cabaret d'Afrique de l'Ouest. Le plus grand, parce que la canne à sucre à l'époque a été citée dans les romans policiers en Europe et tout. C'était un des plus grands cabarets. Et j'ai atterri là, où j'ai passé 6-7 ans. C'est de la canne à sucre que je sors mon premier album, Le Combat, où il y a Fab A. Tout à fait. Voilà. Il y a l'air et tout. Donc, je sors cet album-là, mais je suis un artiste qui aime tout ce qui est groupe, l'esprit de groupe. Et j'aimais tellement mon groupe de la canne à sucre. Ça fonctionnait tellement bien. C'est-à-dire le cabaret marchait tellement bien. Je suis resté là, bien qu'ayant sorti un album, j'ai continué de travailler dans la boîte. Donc, j'étais artiste reconnu, mais en même temps artiste reconnu dans les cabarets. Il n'y avait pas 3-4 artistes chanteurs dans les cabarets en Côte d'Ivoire. Il n'y avait que des pianos-bars pour certains. Mais cabaret, j'étais le seul Ivoirien chanteur à cette époque-là, dans ce cabaret-là. Donc j'ai joué là pendant quelques années. De là, j'ai sorti encore le deuxième album. Après, j'ai atterri, j'ai été coopté comme les joueurs de foot. Hein. Pendant que tu fais ça, il y avait le deuxième cabaret qui était la Cabane Bambou. Ouais. Voilà, le deuxième cabaret. Dans le même rayon. Dans le même rayon, sauf que la canne à sucre était plus grande. Et le patron de la Cabane Bambou, il me faisait la cour, entre guillemets, artistiquement, depuis des années. Ça ne marchait pas. Parce que j'étais bien payé là où j'étais, et puis ça fonctionnait bien, j'aimais bien. Et
Et à un moment donné, j'en avais un peu marre de la canne à sucre. Et puis je suis venu en vacances à Paris pour 1 mois. Et quand je suis reparti de mes vacances, j'avais mes amis, quelques amis qui jouaient à l'orchestre de la Cabane Bambou aussi, puisque j'avais que 2 cabarets. Donc soit quand je finissais tôt, j'allais à la Cabane Bambou pour écouter les autres, quand ils continuaient de jouer dans la même soirée, ou quand ils finissaient, ils venaient à la canne à sucre pour m'écouter. Donc on a gardé le contact comme ça. Et puis quand je suis revenu de Paris, de mes vacances, c'était ma première fois que je venais en France en fait. Et je repars à Abidjan, donc, et puis j'ai le pianiste de la Cabane Bambou qui sait que je suis rentré d'Abidjan. À l'époque, mon ami Flavie Bateau, chanteuse camerounaise qui vivait en Côte d'Ivoire, qui d'abord qui m'appelle, ah mais le patron de la Cabane Bambou te cherche, parce qu'il la connaissait aussi. Il connaissait le mari de Flavie Bateau, parce qu'elle était mariée à un Européen. Et lui, il était de Marseille, le patron de la Cabane Bambou. Ok. Voilà. Donc, c'est elle qui me donne l'information, mais on te cherche. Et après, le pianiste m'appelle. François, tu es rentré de Paris, tu es rentré quand? Je suis rentré seulement il y a 2 jours. Écoute, viens, passe à la boîte. Si tu as un bout, on va boire un verre. À la Cabane Bambou. Non, oui, à la cabane. Je viens de la canne à sucre. Tout à fait. Voilà. Le temps pour moi de repartir sur la cabane et tout, voilà, j'avais pas fini mes vacances en fait. Il me fallait quelques jours de repos. Donc il me récupère et le patron il m'appelle, il m'offre un cachet pratiquement le double de ce que j'ai. Est-ce que tu peux pas refuser? Ah non, non. Le bara, le blé d'abord aussi. Hein. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc voilà comment je me retrouve. Et puis bon, j'aimais bien les amis aussi de la cabane Bambou. Et je me retrouve à la Cabane Bambou.